Pendant qu'on parle de politique, et si on s'occupait d'économie? Et la chose la plus importante, ce qui donne à manger aux gens, ce qui permet aux autres de construire des infrastructures. Le discours sur l'Afrique qui serait riche, on l'entend depuis tellement d'années. Mais lorsqu'on regarde la condition de vie des populations, lorsque l'on vit au quotidien la misère, la pauvreté des subsahariens, on se demande où est cette richesse dont on parle. On finit même par ne plus y croire. Et pourtant, elle est là, bien concrète. C'est la manière dont elle est exploitée qui explique ce décalage, cette condition difficile des gens. Et c'est pour attirer l'attention des Africains et du monde entier sur cette question, notamment des minerais, du sous-sol, que nous nous sommes lancés il y a 1 an et demi, sans grande prétention, dans la mission de montrer la réalité, celle qui nous est accessible. Et ce que nous découvrons chaque jour nous conforte dans l'idée qu'il est urgent que les Africains, notamment les subsahariens, prennent conscience de l'immense cadeau que la nature leur a offert et que les plus jeunes s'emploient autant qu'ils le peuvent à mettre fin au pillage dont ils sont l'objet. Leurs parents ne savaient pas, ils ignoraient l'importance de ces minerais. Cela ne signifiait pas grand-chose pour eux. Eux, plus instruits, plus ouverts sur le monde, le savent et ne sauraient laisser se perpétuer cette incongruité. Nous avons vu dans les épisodes précédents, dans l'est de la RDC, à quel point le Congo était pillé. Son cobalt, son coltan, son cuivre, son or volé, avec ses populations esclavagisées par des Chinois et autres prédateurs, avec la complicité de certains de ses cadres locaux, de ses politiques, de son élite, mais également par son voisin rwandais. Nous avons ensuite été dans la zone de bauxite de la Guinée où nous avons assisté au même phénomène, avec les mêmes pilleurs à ciel ouvert. Mais avec une volonté affichée de nouvelles autorités militaires d'y mettre un terme. Dans cet épisode, la deuxième partie de notre série Les mines de Guinée, nous nous rendons dans l'une des parties les plus prometteuses, en Guinée forestière, dans le sud-est du pays. Nous sommes au Mont Simandou et figurez-vous que nous sommes dans le meilleur gisement de minerais du monde. La plus grande réserve inexploitée de minerais de fer de haute qualité du monde, avec plus d'1,8 milliard de tonnes de réserves, d'une teneur en fer supérieure à 65,5%. Autant dire qu'une partie de l'avenir du monde se joue ici lorsque l'on connaît l'importance du fer dans notre planète en développement. Puisqu'il sert dans la fabrication de l'acier, parfait pour construire les machines à laver, les voitures, les ponts, les gratte-ciel et bien plus encore. C'est certainement le ou l'un des minerais le plus utilisé au quotidien dans le monde. Toute la planète en a besoin. Le plus grand gisement au monde. Et c'est dans cette Guinée présentée comme si pauvre, si misérable, que se trouve l'essentiel de cette richesse. Ce seul pic de fond où nous nous trouvons, qui culmine à 1658 mètres, dans la partie méridionale de la chaîne, regorge de 3 milliards de tonnes de réserves. Pour voir du fer, du minerai de fer, en haute teneur, il n'a pas encore été travaillé. Il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Mais les Guinéens ne peuvent malheureusement pas en profiter depuis 65 ans parce que des petits malins qui ont décelé l'immense filon, les spolient, les ont confisqués. Comment? Jusqu'à une certaine date, et c'est ce que signent les politiques, ils avaient donné ça à quelqu'un pour 35 ans. Après, on allait leur donner ces infrastructures qui sont très belles. Sur cette énorme montagne qui est bourrée de minerais de fer. Quelqu'un allait les exploiter pendant 35 ans et allait dire, je vous donne des infrastructures. Sauf qu'au bout de 35 ans, il ne reste plus grand-chose. Personne de nous ne saura, ne sait à ce moment précis ce qui restera de là. C'est en cela que c'est intéressant, urgent et vital de se pencher sur les contrats et de garder la pression sur les dirigeants pour qu'ils les révisitent. L'histoire de la mine de Simandou illustre jusqu'à la caricature l'incurie de certains de nos dirigeants et la spoliation, le pillage dont l'Afrique est encore victime. Et elle mérite d'être connue des plus jeunes pour corriger le tir. Tout commence sous le premier président Ahmed Sékou Touré. Le grand nationaliste, jaloux des intérêts de son pays, va être informé de l'existence de ce minerai de fer. Mais on ne lui dit pas son importance. À cette période, nous sommes dans les années 1970, le tribun ne dispose pas des ressources humaines pour engager de façon scientifique la recherche pour connaître l'importance du gisement. Il crée néanmoins l'AMIFER Guinimba, dont la mission était d'assurer les études d'évaluation quantitative et qualitative des ressources du Simandou et du Nimba, de préparer les modalités de construction et d'exploitation de ces ressources. La société japonaise Nipponko est chargée de mener les études. Malheureusement, l'incapacité à mobiliser les milliards de dollars requis pour financer les investissements indispensables à l'exploitation des gisements
doublée de la corruption de certains dirigeants, va plomber le projet. Pire, la société japonaise va vendre l'étude à la compagnie brésilienne Vale, qui deviendra le numéro 1 mondial dans le fer. Avec l'arrivée aux affaires de Lansana Conté, après la mort de Sékou Touré, les choses vont aller s'empirant. En 1997, sur les conseils de son ministre Fasciné Fofana, le président Lansana Conté décide d'octroyer à Rio Tinto un permis d'exploration sur la totalité de la chaîne du mont Simandou qui est composée de 4 blocs. On lui octroie la totalité, figurez-vous, pour 35 ans à partir de l'exploitation. Il n'a rien à payer pour cette attribution. Dans ce contrat, il fallait attendre 35 ans pour que les infrastructures ferroviaires et portuaires reviennent à la République de Guinée. Et déjà par expérience, 35 ans, les rails deviennent une pourriture pour des projets qui doivent être exécutés à valeur de 9 milliards en matière de dollars d'aujourd'hui. Et 35 ans après, avec l'inflation, vous estimez ça à des dizaines de multiples milliards de dollars. La Guinée ne sera techniquement pas capable de reprendre et de refaire ces infrastructures ferroviaires. Rio Tinto, qui a là le jackpot, s'engage en revanche à développer la mine et d'exporter du fer guinéen dans les 5 ans qui vont suivre. Si elle ne respecte pas son engagement dans les délais, elle doit rétrocéder les mines. Pourtant, Rio Tinto ne va même pas passer un coup de pelleteuse. Rien n'est fait. En réalité, il a signé pour que cela lui permette de lever des fonds sur le marché international. Lorsqu'au bout de 5 ans, date de la première rétrocession, imposée par le code minier guinéen, on lui demande de quitter les lieux, il arrose quelques dignitaires et conserve les blocs. À partir de là, on entre dans un énorme flou. Plus rien n'est fait dans la légalité. Rio Tinto joue de ses relations pour faire traîner le projet. Il a de bonnes relations avec le président Lansana Conté. Tout se fait en violation totale de toutes les règles et procédures pour l'obtention d'une concession, comme la présentation d'une étude de faisabilité, l'acceptation de l'étude par le ministère, la négociation avec un comité interministériel, le vote en conseil des ministres, la signature même d'un décret présidentiel et l'approbation du dit décret par l'Assemblée nationale. En gros, on est dans l'illégalité totale. Mais sous Lansana Conté, Rio Tinto, dans cette période-là, n'a rien à craindre. Et puisque Rio Tinto sait que personne ne va le contrarier, il se presse très lentement pour faire de la recherche. De toute façon, le décompte des 35 ans ne démarrera que lorsqu'il aura commencé à vendre du fer sur le marché international. Rio Tinto, ce n'est pas n'importe qui dans le monde des mines. Le bien des Guinéens est encore une fois bloqué par une firme internationale. Mais arrive un autre acteur qui n'a même pas peur de Rio Tinto. BSGR, fondé par Benny Steinmetz, un milliardaire israélien qui a fait fortune dans le diamant et qui semble déterminé à s'assurer les droits d'exploitation de Simandou. Il est dans le pays depuis quelques années et malgré les revers qu'il a subis, il a été plus efficace pour délivrer notamment dans le domaine du bauxite mais également du fer. Il a été plus respectueux des engagements avec l'État guinéen à qui il a fait gagner quelques centaines de millions de dollars. C'est donc très naturellement qu'on lui prête une oreille attentive. Et encore une fois, il va jouer sur la cupidité, la corruption qui caractérise le milieu politique local. Il joue sur les faiblesses de nos dirigeants. Comme il a ses entrées au palais, au moment où il sent le vieux président Lansana Conté complètement fatigué, malade, il s'organise. Après une tentative manquée auprès de la première épouse, Henriette Conté, BSGR arrose sa 4e femme, Mamadié Touré, de 8 millions de dollars, et l'amène à obtenir auprès de son mari, malade, les blocs 1 et 2 de Simandou, qui venaient d'être récupérés par l'État guinéen. L'affaire va faire grand bruit. Les tribunaux internationaux vont s'en saisir avec, bien sûr, la pression du géant minier Rio Tinto qui n'accepte pas de perdre ces 2 blocs. Mais BSGR tient bon. Et sous la pression, pour ne pas connaître les mêmes déboires que Rio Tinto, pour éviter qu'on ne lui retire ces 2 blocs, il va se mettre avec un géant du secteur qui s'est illustré notamment en Amazonie, le groupe brésilien Vale. Il fait de suite une extraordinaire culbute. Les 2 blocs achetés dans l'immédiat, à moins de 100 millions de dollars, BSGR va revendre 51% de ses parts au Brésilien Vale pour 2,5 milliards de dollars, réalisant une gigantesque plus-value de plus de 2 milliards 400 millions de dollars, sans que le gouvernement guinéen en tire le moindre bénéfice. Oui, vous avez bien entendu. Il achète à moins de 100 millions, fait quelques investissements et revend 51% du bien à 2,5 milliards de dollars. À vous aussi dans vos pays de vous interroger de savoir qu'est-ce que nous avons sous nos pieds et comment on deal pour que ça marche, pour que ça profite à tout le monde. C'est ça la réelle question, comment on deal? Mais il ne faut pas oublier, le sous-sol c'est bien, mais le
sol aussi, il nourrit et directement. Il faut accorder une place importante à l'agriculture.